Merci à tous d'avoir rejoint. Le but de la discussion aujourd'hui, c'est de parler, cybersécurité et plus précisément de stratégie zéro trust grâce à la technologie Nucléon EDR et notamment de parler, de tout le contexte cyber aussi. On va en profiter pour, faire des rappels sur, où on en est aujourd'hui, quelle est l'évolution avec le temps, et parler du partenariat qu'on a nous aujourd'hui, OP Secure avec Nucléon. Donc on va faire un petit tour de table des 3 présentateurs. Heu, Moi, c'est Antonin Mirabeau, je suis cofondateur de la société OP Secure et je vais, vous parler très prochainement du contexte et je suis accompagné donc aujourd'hui d'Eduardo Levert, mon collègue, et de Antoine Bott de chez Nucléon Security. Tout à fait. Merci à Sup- tous. Enchanté. Donc, Antoine Bott, CTO du Clément Security. Super. Euh, Je vais me présenter rapidement aussi. Vas-y. Édouard Delevert, bonjour à tous. Je suis président et cofondateur de la société OP Secure. Alors très rapidement, et ensuite je laisserai la main à Antoine pour débuter la présentation. OP Secure, si vous connaissez pas encore, c'est une structure, c'est un pure player cyber qui a été formé aujourd'hui par l'alliance de 4 experts du domaine. Notre but, il est très simple, il est de protéger les PME françaises qui sont aujourd'hui insuffisamment protégées par les différents acteurs et souvent délaissées. On a 2 domaines d'expertise qui sont le build et le run, mais ça, on pourra y revenir un peu plus tard, sans rentrer dans le détail. Et notre objectif, il est très simple, hein, c'est de protéger avec un même niveau de protection les PME que les ETI, le tout en s'adaptant aux contraintes et tout. Ok, donc je vais vous parler brièvement du Clément Security, donc entreprise créée en 2018, donc première EDR Zero Trust. Le Zero Trust, on va en reparler un peu plus en détail un peu plus tard, mais on est le premier EDR à se baser sur ce concept-là qui est déjà assez populaire dans le milieu de la cybersécurité, mais assez peu utilisé, pourtant très efficace, notamment sur la partie EDR, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, quelques métriques ensuite sur nos capacités. Donc, on analyse plus de 15 000 malwares par jour et 1,5 milliard d'événements collectés par jour sur nos plateformes. Et on a une présence dans 9 pays aujourd'hui, donc principalement en Europe, avec notre structure française et également sur la plaque africaine avec notre structure marocaine. Je vais laisser, ouais, du coup, déjà quelques références. Hein, déjà, comme la plupart des solutions de sécurité, nous, on n'a pas de secteur privilégié, évidemment. On est capable de protéger tout type de contexte, mais on est également capable de s'adresser à des structures plus petites, comme le disait Eduardo, sur des contextes comme des PME. On est un EDR beaucoup plus adapté parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une armée de personnes derrière pour gérer la sécurité, gérer des erreurs de sécurité, avoir des contraintes de sécurité très établies au niveau de l'entreprise et des process très établis. On est capable de s'adapter à des milieux très hétérogènes, ce qui nous permet de ne pas avoir de spécificité sectorielle et de s'adapter bien au contexte du client. Je vais laisser Obsecure du coup vous partager un petit peu vous présenter, puis après on suivra sur la partie EDR plus tard. Ouais, merci. Bah, du coup, Eduardo a déjà fait la petite présentation de OP Secure, dans les grandes lignes et moi, je vais en profiter parce que comme il l'a dit, on est dédié aux PME, mais du coup, on a régulièrement, l'occasion de s'adresser à des acteurs qui sont pas du secteur informatique et qui, du coup, pour qui la sécurité, ou la cybersécurité plutôt, aujourd'hui, bah, c'est encore un monde obscur qui peut parfois faire peur et malheureusement, ça concerne tout le monde. Du coup, j'ai envie de faire un petit interlude, un petit passage là-dessus et d'expliquer, même si c'est difficile à comprendre, de manière, allez, assez simple, faire un petit tour, d'horizon de la cyber. Donc, bon, s'il y a des acteurs qui sont déjà de la cyber, parmi nous, bah, désolé, je vais rien vous apprendre, mais voilà, je vais faire un petit tour d'horizon. Donc déjà, au travers des services qu'on propose, nous, on a dans nos technologies, on vise à regrouper, pas mal d'essentiels.
on vise à protéger contre les menaces connues, mais aussi, et c'est surtout là qu'il y aura une grosse plus-value, c'est face à l'inconnu. Je vais pas rentrer dans ce détail de cette information parce qu'Antoine a une super démo à nous faire juste après et vous allez comprendre, comment on fait pour, du coup arriver à pallier à ce genre de situation, de pas tout le temps jouer au chat et à la souris, dans le monde de la cyber et d'arriver à pouvoir anticiper et à faire de la prévention et de la protection en amont, au travers de différents critères donc. Ces différents critères, juste pour les citer rapidement, pour donner des idées et donner, une petite idée de ce dont on va parler juste derrière. On a les modèles de sécurité qui sont en gros utiliser des bases de connaissances. On a l'emploi de l'intelligence artificielle, qui est un mot super à la mode, qui va un peu tout et rien dire, mais vous inquiétez pas, on va éclaircir un petit peu ce que ça veut dire pour, la technologie en question. Et on a aussi, on parle souvent des données critiques, des données sensibles. Comment on fait pour les surveiller? Comment on fait pour les protéger? Comment on évolue avec son temps? Comment on fait en sorte de ne pas avoir toujours un train de retard par rapport à la cybercriminalité? Et bien sûr, le but derrière tout ça, c'est d'adapter aux contraintes de chacun, réduire les coûts si possible. On n'a pas envie de demander, que le budget de la cybersécurité soit supérieur au budget, fait pour développer l'activité. Ce serait quand même très dommage et pour autant, il y a quelques années, bah, c'était encore le cas pour certains acteurs. Bon, là, c'était un zoom assez précis, mais si on prend encore un petit peu de recul, heu la cybercriminalité aujourd'hui, et notamment en France, ça épargne malheureusement personne. Tout le monde peut se faire cibler parce que les attaques aujourd'hui, elles ne sont plus obligatoirement ciblées, ça existe encore, hein, les attaques ciblées, mais aujourd'hui ça peut être aussi et surtout, des ciblages totalement aléatoires parce qu'en gros, c'est la recherche de portes ouvertes et n'importe quelle porte ouverte, c'est une bonne occasion de s'infiltrer et d'essayer de faire le plus de dégâts possible. Alors, quel est le risque? Bah, le risque, c'est de se faire infecter tout simplement, hein, qu'est-ce que ça veut dire de se faire infecter? Le plus commun, le nom qui va résonner régulièrement, c'est le ransomware. Grosso modo, c'est un logiciel malveillant qui va nuire aux propriétaires de différentes manières. Le risque est de se faire voler des données, plus ou moins sensibles, je l'ai dit, et de se retrouver paralysé éventuellement par une incapacité à accéder à ces données, ou même d'être dans l'incapacité d'utiliser ses propres outils. On se retrouve du coup avec des fichiers qu'on appelle cryptés, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à les exploiter, qui sont donc inaccessibles, et avec un petit peu de chance, un joli post-it au milieu de l'écran demandant très poliment de payer une certaine somme d'argent, sans aucune certitude que derrière on récupère la situation et que les choses, que même si on paye, voilà, les choses ne sont pas obligatoirement résolues. Et puis c'est pas le seul impact, on sait que derrière, bah, ça va prendre un certain temps à résoudre la situation. Si on ne s'est pas équipé des bons outils pour, éventuellement, on n'a pas de capacité de revenir vers les données qu'on avait, en amont et du coup, bah, avec la, mmh, le fait que les attaques soient de plus en plus sophistiquées, bah, c'est de plus en plus difficile de se protéger et on le coût de la rançon, il explose chaque année, le nombre d'attaques, il explose chaque année. C'est tellement lucratif le business de la cybercriminalité que, bah, les acteurs malicieux, ils vont se démultiplier et chaque jour, chaque mois, chaque année, le risque, il est de plus en plus grand. Bon, et comment on attrape ça? Parce que le risque, il est grand, mais comment on fait ça? C'est un peu comme une maladie, hein, c'est tout bête. Le plus connu, c'est l'hameçonnage ou qu'on appelle aussi phishing. Un clic sur un mauvais lien, on télécharge pas le bon logiciel, on se rend pas compte qu'en accédant à telle ou telle, ressource et beh, on va éventuellement arriver sur un domaine qui a été usurpé. On se retrouve à saisir des identifiants qu'on n'est pas censé taper sur ce domaine-là et puis, très gentiment, nous-mêmes et ben, on ouvre la porte à ces acteurs malicieux. Donc ça peut aller très, très vite, ça peut être très, très simple et on a beaucoup d'outils qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas capables de faire face aux menaces, qui ne sont pour autant pas si compliquées que ça aujourd'hui. Un petit point sur les leviers, sur lesquels, les acteurs malicieux ont tendance à jouer. Les vulnérabilités, on en parle, elles sont matérielles, elles sont logicielles.
C'est, avoir la maîtrise de son environnement, savoir, quels outils on emploie, et s'ils sont à la bonne version. Si éventuellement il y a une faille qui existe sur telle ou telle version de logiciel, c'est extrêmement important d'avoir un visuel très clair et très net de son environnement pour pouvoir, soit appliquer des patchs, soit appliquer des mesures de sécurité pour pallier à ces problèmes et éventuellement faire des mises à jour de sécurité. Mise à jour de sécurité, on pense aussi à l'operating system ou le système d'information. Heu Si on met pas à jour ce système d'information, évidemment, on laisse la porte ouverte à même les failles les plus même les infections les plus bénignes qui sont déjà corrigées. C'est quand même vachement dommage. Donc avoir un petit écosystème qui soit sain, à jour et régulièrement surveillé, c'est important et je parlais des outils qui n'étaient pas à jour, parce qu'on a envie de savoir comment on se protège face à tout ça, du coup. Aujourd'hui, on sait tous on sait tous que c'est un antivirus, hein, même si on n'est pas de l'informatique, c'est un peu dans les mœurs. C'est comme mettre une serrure sur sa porte d'entrée. On sait que ça va pas toquer tous les jours et pour autant on va le faire. Bon, du coup, on se dit c'est la même chose pour l'antivirus, c'est la serrure à la porte d'entrée mais malheureusement aujourd'hui c'est obsolète. Ça permet vraiment pas de se protéger contre les menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, j'en parlais tout à l'heure. Et comme c'est très limité, comment on fait? Quels outils on emploie? Et c'est là où on va commencer à parler sur vraiment au niveau de la base, on va parler des EDR. EDR, c'est Endpoint Detection and Response. Ça veut dire que c'est un outil qui va être capable de faire le même travail que les antivirus, mais d'aller plus loin, de faire de la détection et de la réponse à incident. C'est pas juste de l'analyse de signature, essayer de savoir, «Ah est-ce que je te connais? Non, oui, non». Bon, ça peut aller plus loin. Et dans le cas de la solution de Nucléon Sécurité, on va même un peu plus loin parce qu'il y a la notion de prévention et de protection. Et je vais laisser la main à Antoine, pour faire la présentation de son outil. Il a une super démo qui va nous dérouler et vous allez pouvoir comprendre un petit peu plus comment vous pouvez être protégé au travers de cet outil. Ça, on a passé. Ouais. Ok, donc l'idée c'est que l'EDR Nuclear Smart Endpoint est basé sur quatre piliers, quatre grosses fonctionnalités qui vont permettre d'orchestrer la sécurité des postes de travail. Donc c'est au même titre qu'un antivirus, c'est installé sur le poste de travail pour protéger le poste et analyser ce qui va être exécuté et ce que les programmes vont faire. On vient en complément ou en remplacement de l'antivirus, pour le préciser. Là où certains EDR, eux, vont être en complément, nous, on est capable de remplacer totalement les solutions antivirus existantes. 90% de nos clients aujourd'hui ont abandonné leur solution antivirus. Notamment parce que notre EDR dispose d'une grosse couche de prévention qu'on ne trouve pas chez les autres EDR, qui est basée justement sur le multilayer Zero Trust. Donc le Zero Trust, initialement, c'est une fonctionnalité qui va permettre, un concept qui va permettre de dire que on va faire confiance en personne et autoriser les accès uniquement nécessaires au fonctionnement de la production d'une entreprise et uniquement si ces accès sont bien vérifiés comme tels. Donc un utilisateur qui est bien authentifié comme étant cette personne-là et identifié comme cette personne-là, qui a besoin d'accéder à un partage X ou Y, qui est bien nécessaire dans les tâches que cette personne a à faire. Tout le reste, tous les autres accès vont pas forcément être autorisés pour cette personne. Voilà, ça c'est une vulgarisation assez large de ce que permet les Zero Trust à la base, un exemple de fonctionnement. Nous, on va adapter ce système-là à tout ce que font les programmes sur les machines. Donc, quand un logiciel fait une action sur la machine, que ce soit une exécution d'un autre programme, que ce soit un accès fichier, un accès sur un partage réseau, un accès réseau ou un accès mémoire, tous ces éléments-là vont être contrôlés dans des règles de sécurité multilayer Zero Trust. Les règles vont permettre du coup de définir est-ce que cette action est légitime ou non. Donc un exemple très simple, la suite Office accède à des documents Office si c'est bien la suite Office signée Microsoft Corporation. Elle pourra accéder à ces données-là sans problème parce que c'est fait pour, c'est un logiciel qui a besoin de traiter ce type de données. En revanche, si un autre programme souhaite accéder à ce type de données-là, donc typiquement un logiciel pour écouter de la musique par exemple, ou même CCleaner, ou alors même un ransomware, qui veut accéder à ces données-là ne pourra pas forcément le faire parce qu'il n'est pas connu des règles de sécurité pour avoir accès à ces données-là. Parce que dans le fonctionnement de l'entreprise, on considère que ce n'est pas nécessaire d'avoir ces accès-là. Donc on va en fait drastiquement réduire la surface d'attaque parce que les règles de prévention vont déterminer les comportements légaux dans l'entreprise. Pour ce faire, on a une phase d'absorption qui est nécessaire après installation de la solution. Donc, on va installer les agents sur les différentes machines, les serveurs à protéger, Windows ou Linux. Et on va avoir une phase d'apprentissage pendant laquelle on va écouter ce que font les programmes et ça va automatiquement créer des règles de sécurité et un profil de sécurité type de l'entreprise. On va, nous, ensuite, avec OP Secure, on va avoir une vérification de règles, en fait, qui va être effectuée
pour vérifier quelles sont les règles qui paraissent, qui sont OK, qu'on va valider, ou les règles qu'on va pas valider parce que c'est du téléchargement de logiciels, enfin du téléchargement de films par exemple, téléchargement illégal, ou alors des antivirus ou des faux antivirus, des logiciels qui vont embarquer de la publicité, ou même des malwares déjà présents sur les machines. Ça, on va évidemment revoir les règles qui ont été créées par ces comportements-là pour les supprimer et les ajuster si nécessaire. Une fois qu'on a validé en fait tout le périmètre légal de ce qui est toléré par les programmes sur les postes, la phase de protection va ensuite déclencher des alertes ou des signaux faibles dès qu'on va sortir de ce cadre légal. Donc quand on va avoir des comportements, comme je l'ai dit, par exemple sur des fichiers Office, par des logiciels non référencés comme légitimes pour faire ces actions, on va avoir un déclenchement des alertes et des alertes de sécurité. Donc ça, c'est le principe du Zero Trust, c'est ce qui fait qu'on a une grosse couche de prévention. Donc on met en amont des barrières de sécurité sur le poste. On n'est pas en mode, écoute, on attend qu'il se passe des choses, on va créer des alertes de détection et ainsi de suite. Nous, on va vraiment avoir des règles en amont qui vont être là pour durcir et faire du hardening sur le poste. Ensuite, on a la couche détection. Donc si un programme est exécuté, par exemple, on va le passer dans un algorithme de machine learning pour vérifier s'il est légitime ou non. Donc là, on a un modèle qui s'entraîne depuis des années et en permanence sur des souches malveillantes et des souches légitimes pour essayer de déterminer est-ce qu'un programme est légitime ou malveillant. Donc c'est un modèle qui est partagé, hein, tous les clients disposent du modèle directement intégré dans l'EDR, ce qui nous permet d'avoir des taux de détection très élevés avec cette technologie-là, contrairement à de la signature antivirus, par exemple, qui va se baser uniquement sur des éléments connus, comme des IOC qui vont se baser sur des éléments connus, ou des Yara Rules qui vont se baser sur des informations connues. Le machine learning est capable de traiter de l'inconnu parce qu'il se base sur des métriques bien plus larges que ce qui est proposé traditionnellement en détection. On n'est pas les seuls à s'orienter vers ce type de technologie. En revanche, les scores de détection que je vais vous montrer juste après sont plutôt rassurants par rapport à d'autres modèles comparés à d'autres concurrents du marché. La troisième couche, c'est la partie réponse. Qui va en fait permettre de faire de l'analyse de tous les événements qui se sont produits sur les postes. Donc, quand un programme fait une action, cette action va être loguée et on va être capable de retracer toute l'activité qui a été faite par les programmes pour comprendre l'exécution d'un logiciel malveillant, enfin d'où il vient, ou même le cheminement d'une attaque ou d'une suite de programmes qui sont légitimes finalement. Et on va également pouvoir faire des actions à distance pour directement interagir avec les postes sans forcément se connecter directement dessus ou aller dessus physiquement. Donc pour faire des actions à distance de type arrêter la machine, couper le réseau de la machine, kill des process, supprimer des fichiers, télécharger des fichiers, récupérer des clés de registre, l'événement du joueur ou des choses comme ça. Donc on a tous les outils qu'un EDR classique va embarquer, sauf qu'on a l'avantage d'avoir une visibilité en live de tous les événements effectués par les programmes. Ensuite, on va avoir la couche rémédiation, donc c'est la partie rollback et rémédiation. Ici, c'est une fonctionnalité aussi un peu particulière qui est proposée sur notre EDR et qu'on ne trouve pas sur un antivirus de toute façon. C'est la capacité de rollback et de revenir à un état résilient en cas de compromission. C'est-à-dire que si on a une attaque qui arrive, pardon, si on a une attaque qui arrive à passer sur notre système, on va être capable en fait d'annuler l'attaque. Pour cela, on va se baser sur des snapshots qui sont faits sur les systèmes. Donc chaque endpoint va faire des snapshots qui vont être orchestrés par l'EDR. Et on va être capable de faire revenir les données à une version précédente grâce à la console d'administration qui a la traçabilité de tout ce que font les programmes. Donc si un ransomware arrive à contourner nos sécurités, c'est jamais arrivé jusqu'à présent, hein, mais admettons, on est capable grâce au rollback de faire revenir en fait les fichiers à une version précédente grâce au snapshot. Les snapshots sont toujours attaqués par les ransomware, comme les backups, les points de restauration, et ainsi de suite. Mais grâce aux règles de sécurité qu'on propose justement et au hardening qui est intégré dans l'agent, les snapshots vont être protégés, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir y toucher si on n'est pas légitime pour le faire, comme pour n'importe quelle action Zero Trust, contrôlée par le Zero Trust. Entre-temps, sur cette partie-là, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les mettre dans le chat. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Hein. On peut y répondre au fur et à mesure, s'il y en a. Et on va passer à la démonstration, du coup, en attendant. Alors, donc ici, j'ai la console d'administration. Vous voyez bien votre écran de votre côté? On est bon, on est bon. Ok.
Donc, c'est une console multi-tenant, c'est-à-dire qu'on peut accéder à plusieurs entités en fonction de ses droits. Donc, un administrateur peut accéder à son entreprise, là où OP Secure peut accéder du coup à plusieurs entreprises qui vont être gérées directement par OP Secure qui va du coup gérer les alertes de sécurité, gérer les différentes règles de sécurité éventuelles et ainsi de suite. Mais ça, on en reparlera juste après. L'idée, c'est qu'il y a une granularité totale sur la console. Là, je vais aller dans mon entité de démonstration. Et du coup, vous allez voir que ici, voilà, j'ai mon agent qui est en bas à droite. L'agent, il est extrêmement light. Hein, on a juste un driver et un service. Donc, c'est un des agents de sécurité les plus light du marché. L'interface utilisateur ici ne permet pas de configuration. L'utilisateur est totalement soumis à la configuration imposée par l'administrateur au travers de la console d'administration. On a juste l'historique des événements éventuels s'il y a des choses qui sont des analyses ou des alertes de sécurité. Mais voilà, on n'a pas d'interaction possible vraiment depuis cette interface-là. Et toute l'administration est du coup centralisée sur la console d'administration. Où on va retrouver du coup l'overview, il y aura les alertes de sécurité, Hunt pour aller chercher des événements, analyse pour voir les résultats d'analyse, les politiques, c'est là où on va aller pour le moment, qui vont permettre de gérer les stratégies de sécurité qu'on va mettre en place sur le parc. Donc une politique, en fait, c'est chaque agent, en fait, chaque EDR va être associé à une politique de sécurité en fonction de cas d'usage qui vont être utilisés sur le poste où se trouve l'EDR. Donc là, c'est des règles, enfin, c'est des politiques de bateau d'exemple, hein, c'est une règle de protection par exemple. Mais on peut imaginer avoir une politique pour les serveurs ou une politique pour les VIP ou pour l'IT, pour les développeurs. Il peut y avoir des politiques différentes en fonction des cas d'usage et des niveaux de sécurité qu'on veut mettre sur telle ou telle chose. Voilà, donc les politiques de sécurité permettent d'être en mode alerte. Le mode alerte ne va pas bloquer, il va juste être là pour alerter, et bien également faire de l'absorption. Donc c'est ici qu'on va être capable de faire l'apprentissage automatique et la création de règles automatisées en fonction de ce qui va se passer sur les postes après l'installation. Donc ça dure environ une semaine. Une fois qu'on a fait cette phase d'absorption, on va passer en mode protection, après avoir fait une revue des règles avec le partenaire en question. Donc, le but est que le client ait une visibilité sur son contexte, donc il verra au travers des règles les différents éléments qu'on est capable de voir sur son entité. Et OP Secure va être capable d'apporter une vision d'expert sécurité qui va permettre de choisir est-ce qu'on veut tolérer ce type de comportement ou non. Donc il faut forcément avoir une intervention humaine ici. C'est important parce que d'une entreprise à l'autre, un programme peut être malveillant ou non. Par exemple, Dropbox peut être toléré chez un client, mais pas chez l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir le contexte client pour savoir comment gérer les règles de sécurité, mais aussi la partie expertise qui est apportée par OPSecure. Ensuite, on va avoir différentes options, le partage d'analyse, est-ce qu'on veut notifier les utilisateurs, est-ce qu'on veut activer le monitoring du réseau, est-ce qu'on veut faire du smart scan, donc c'est-à-dire scanner les disques pour voir s'il y a des éléments malveillants dessus, et ensuite la configuration des rollbacks, donc des snapshots sur les machines. Les snapshots, en fait, vont créer pas du backup. Hein, le backup va créer une copie totale du disque. Nous, on ne fait pas de copie totale du disque. On va copier uniquement les éléments modifiés avec une certaine fréquence. Donc, toutes les 3 heures, ça va créer un nouveau snapshot. Le snapshot va rester local sur la machine et prendra un maximum 10% d'utilisation disque. Sachant que voilà, d'un snapshot A à B, on a très peu de fichiers qui sont modifiés en réalité. Donc, les snapshots sont extrêmement petits et on peut en garder des centaines. Parfois, sur mon système, je pense que j'en ai une centaine. Donc, je peux revenir 100 fois 3 heures derrière. Et à droite, on va avoir les applications. Les applications sont les containers de règles de sécurité. On va avoir des règles de sécurité disponibles par défaut. Donc, on gère déjà une centaine d'applications, dans quelques-unes ici. Et on va avoir également des règles de hardening qui vont proposer par défaut du hardening du système Windows, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'éléments dans Windows qui sont exploités pour faire des attaques. Donc, on va avoir des règles également pour limiter ces cas d'usage-là. Et ensuite, des règles custom qui vont être spécifiques aux applications utilisées sur le contexte client. Donc l'idée est de pouvoir aussi gérer la sécurité des applications métiers, des applications spécifiques au métier, et pas d'apporter une sécurité générique comme on le fait depuis des années avec l'antivirus. Grâce au système Zero Trust, on va adapter la sécurité de chaque programme de manière semi-automatique grâce à l'absorption et avec une revue rapide des règles pour vérifier si tout est OK, avec une certaine expertise sécurité apportée par d'autres partenaires. On va voir un exemple de règle maintenant. Donc,
si je vais dans les applications, c'est ici qu'on va retrouver les containers de règles. Donc là, ici, dans chaque application, on a des règles, on a les règles de hardening à la fin. Et on va regarder l'application qui passe, en l'occurrence, donc il y a un gestionnaire de mot de passe. Ici, on voit, par exemple, sur les 2 dernières règles, on voit tout simplement source et destination, exactement comme un firewall, hein, finalement, où on va dire A a le droit d'aller vers B, et on va bloquer le reste. Là, c'est un peu la même philosophie. Si on regarde les 2 dernières règles, on voit que le processus source qui passe, read-write et qui passe files, donc des fichiers qui passent, c'est autorisé. Si un autre programme accède à des fichiers qui passent, ça va déclencher un signal faible, ou un blocage d'ailleurs. Ici, on met en signal faible, pas forcément en blocage pour la démonstration, mais en fonction du niveau de sécurité qu'on veut avoir, c'est totalement flexible, on peut choisir d'être plus ou moins strict sur des accès de données. Le signal faible, lui, va uniquement déclencher un élément suspect. Donc, il va dire, OK, il y a un accès, c'est suspect. Si un même programme ou une suite de programmes veut faire un autre élément suspect, là, ça sera bloqué. Donc, le but, c'est d'être un petit peu moins strict, même si ça peut bloquer également en fonction des actions précédentes faites par le programme. Qui passe ici, on peut cliquer dessus par le détail de quoi il s'agit. C'est un fichier sur le disque local qui est dans le chemin qui passe. Donc, il y a qui passe, qui doit être écrit dans le chemin où se trouve le fichier. Et il est signé, ce programme-là, par une autorité de certification approuvée par le poste utilisateur, un petit validé ici, par cette organisation-là, qui est le signataire officiel de qui passe. Voilà. Donc, si jamais quelqu'un utilise cette signature-là, mais sans avoir le certificat qui a signé le programme, on aura évidemment une signature invalide, donc ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment respecter tous ces critères-là pour avoir un programme valide qui est considéré comme qui passe dans les règles de sécurité. Ce fichier-là, enfin ce programme-là, va pouvoir lire des fichiers qui passent, qui sont des fichiers sur le disque local, un partage réseau ou une clé USB qui se termine par KBD ou KBDX, qui sont les fichiers qui passent tout simplement. Donc si je montre un petit exemple là tout de suite sur mon bureau, je vais avoir des... Hop. Donc là j'ai un fichier qui passe sur mon bureau, donc si je l'ouvre avec qui passe, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, c'est fait pour. C'est autorisé dans les règles de sécurité. Si je l'ouvre avec un autre programme, donc là Notepad++ en l'occurrence, j'arrive bien à l'ouvrir, en l'occurrence on voit que j'ai un signal faible qui s'est déclenché. Ça veut dire que mon programme va faire d'éléments suspects. C'est pas forcément bloqué à ce stade. En revanche, si mon programme fait d'autres éléments suspects, donc là, je vais ouvrir un fichier docx tout simplement. Notepad++ n'est pas toléré pour ouvrir ce type de données. Là, j'ai un blocage qui se déclenche. Je ne peux pas accéder à cette donnée-là. Donc, j'ai un deuxième signal faible qui se déclenche. Et à ce moment-là, j'aurai une alerte de sécurité qui va se déclencher sur la console d'administration. Donc, l'idée est que on puisse avoir vraiment un niveau de sécurité granulaire en fonction de l'activité qui va se passer au fil du temps sur les machines, et qu'on soit capable de bloquer l'attaque à différents points. C'est-à-dire que là, c'est sur l'accès fichier, mais on le fait aussi sur l'accès réseau, les exécutions et les accès mémoire. Donc, si je vais dans la console administration, donc là, j'ai fermé la page. On voit que j'ai Notepad qui fait des actions. Donc là, le graphique au-dessus nous stipule qu'il y a des éléments qui sortent du périmètre légal des règles de sécurité. Donc là, j'ai 4 éléments et j'ai également une alerte de sécurité qui s'est déclenchée. Donc là, avec 2 éléments, c'est qu'il y a 2 fichiers qui sont déclenchés, enfin qui ont été accédés. On peut cliquer sur Related Events en bas pour voir le détail des actions. Et on retrouve donc tout l'accès de password KBDX qui est accédé par mon programme Notepad.exe. On retrouve toutes les informations nécessaires à l'investigation, donc le poste, le user, l'adresse IP de la machine, nombre de fois. Donc, un programme peut faire plusieurs accès implicites. Hein. On en a vu un seul en réalité, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites. Mais voilà, l'idée c'est que on a notre accès qui a été déclenché un signal faible. Et en dessous, on a également un deuxième signal faible qui a été déclenché. Et on a le wizard ici qui est disponible, qui nous permet de comprendre pourquoi ça a été bloqué. Donc là, on voit que c'est la règle de sécurité, en l'occurrence de KeePass, qui nous dit qu'il y a un signal faible déclenché. Et on va être capable d'autoriser également cet événement-là si on considère que c'est un faux positif. Si après la phase d'absorption, par exemple, on constate qu'il y a encore des éléments qui peuvent arriver de temps en temps qui sont des éléments légitimes, on va pouvoir les autoriser facilement avec le wizard, tout simplement sur Hello. Là, ça va créer une règle bateau. On va pouvoir ajuster cette règle-là en spécifiant les types d'accès qu'on veut autoriser, dans quelle application on veut la ranger, et si on veut ajuster les objets également. Là, ça propose des objets par défaut, mais on peut les ajuster
en fonction des besoins qu'on a. Et c'est également ce que va être capable de faire OP Secure, puisqu'il a une expertise sur cette partie-là, pour directement gérer les règles de sécurité et les faire les plus optimisées possibles dans la solution. Mais ça reste quand même relativement simple de gérer une exception. Si jamais on a un blocage, on peut juste cliquer sur Hello, ça va autoriser l'événement en question. Après, il peut être nécessaire de faire des ajustements et du tuning pour éviter que ça se reproduise s'il y a un changement de version du programme, si c'est pas seulement ce fichier-là qui doit être autorisé, mais plusieurs types de fichiers. Enfin, voilà, on va pouvoir faire des ajustements de cette façon. Donc là, j'ai archivé mon alerte et on va démarrer une machine virtuelle pour faire une démonstration d'attaque. Donc là, je vais démarrer ma VM. Donc pour cette démonstration d'attaque, on va être sur une machine virtuelle volontairement parce qu'on va avoir un agent en mode alerte. Donc le mode alerte ne va pas bloquer les attaques, il va uniquement alerter et ne pas bloquer les différents éléments faits par le ransomware. Le but est de le laisser faire ses actions malveillantes et de pas forcément j'ai un petit souci. De pas forcément. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, c'est bon. On voit toujours l'écran, c'est bon. Ouais. Ok, il y a un petit truc qui est apparu. Voilà, on va laisser le ransomware faire ses actions. Là, on voit que je suis en mode alerte et on voit que j'ai des fichiers docker sur mon bureau. Donc, le but, c'est qu'ils soient chiffrés tout simplement. Donc, ici, j'ai dans le téléchargement, j'ai un fichier malveillant qu'on va tout simplement exécuter. Bêtement, je vais double-cliquer dessus. Mais comme l'a dit Antonin tout à l'heure, cette infection peut être due à plein de vecteurs. Aujourd'hui, les vecteurs d'infection, ça peut être à la fois des vulnérabilités système. Là, j'ai d'alerte de blocage, même si, évidemment, on est en mode alerte. Donc, on ne va pas bloquer. Là, c'est un comportement. Voilà, on voit toutes les actions malveillantes qui vont se faire. On ne va pas forcément toutes les détailler. Mais voilà, l'idée, c'est que j'ai double-cliqué sur la souche malveillante, mais ça peut être très bien une vulnérabilité système. Ça peut être aussi une vulnérabilité d'un logiciel, le métier qui a été exploité pour déployer des charges malveillantes. Ça peut être fait au travers d'un mail malveillant qui aurait, enfin, un mail avec une pièce jointe malveillante, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de vecteurs aujourd'hui qui sont utilisés pour déployer les attaques. Certains plus faciles à détecter que d'autres. Mais de toute façon, quelle que soit la méthode d'infection, l'idée c'est qu'un EDR soit toujours capable de détecter les dérives des programmes, notamment pour notre cas, grâce aux règles des zéro trust. Donc là, on voit qu'il y a un programme sur la machine qui fait des actions inconnues, qui ne sont pas connues des règles comme étant légales, donc ça déclenche des signaux faibles, des blocages. Et c'est notamment le machine learning ici qui détecte les blocages d'exécution. Si on reprend ce blocage-là, par exemple, on voit que c'est le moteur d'analyse qui considère, donc le machine learning qui considère que ce programme-là est malveillant, ce qui ferait que ça serait bloqué. Donc l'idée, c'est que les règles de sécurité vont apporter une visibilité sur la partie comportement, grâce au comportement autorisé par les règles, et le machine learning va lui apporter une visibilité sur la malveillance, le taux de malveillance d'un programme, pour vérifier est-ce que ce programme-là est clean ou pas, tout simplement. Et du coup, là, j'ai des fichiers sur mon bureau qui sont chiffrés. Voilà, on voit ils ont changé d'extension. On voit qu'il y a eu des accès qui ont été faits par Microsoft.exe. Encore une fois, je suis en mode alerte. Si on était en mode protect, ça aurait été bloqué 15 fois. L'attaque sur tous les événements Wixignol qu'on voit, ça aurait pu être un blocage potentiel. Et j'ai également un fichier Reddit qui nous demande de payer une certaine rançon. Donc là, on ne va pas payer. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on utilise le DR. Donc là, même s'il n'y a aucune sécurité activée, on va en mode alerte. Donc on laisse passer l'attaque. La compromission de la machine est peut-être encore en cours. Là, on voit que j'ai déjà des éléments qui se lèvent sur la console d'administration. Donc là, on retrouve dans le graphique les différents éléments qui sortent du périmètre légal des règles. Ici, on a l'alerte de sécurité avec le détail. On n'a peut-être pas encore tout qui est arrivé. Mais on voit que l'attaque n'est pas bloquée, not blocked. Ce qui veut dire que on a une machine qui est compromise actuellement. Et on peut directement interagir avec les boutons qui se trouvent à gauche ici. On peut demander un rollback. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va annuler ce qu'a fait le programme en se basant sur les événements et sur les versions précédentes de fichiers qu'on a dans les snapshots. On va également pouvoir faire du shutdown pour couper la machine. On va pouvoir couper le réseau, kill des programmes ou avoir les rapports d'analyse, voir les connexions de réseau, voir l'investigation. Donc là, la partie investigation qui va permettre de retracer le flux des événements. C'est ce que je vais faire ici. Donc l'investigation va retracer toutes les étapes importantes de l'attaque, entre guillemets,
Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une attaque. Il y a eu des éléments bloqués par le Zero Trust. Le Zero Trust ne tolère pas ces événements d'après la configuration qu'on a mise. Le machine learning a levé des éléments malveillants. On va pouvoir retracer ces événements-là. Évidemment, là, on sait que c'est une attaque, surtout qu'on voit que c'est quand même assez explicite en termes d'événements. Et ici, on retrouve du coup les différents éléments qui ont été utilisés. Donc, on retrouve le war.exe qui est en rouge parce qu'il serait bloqué par le machine learning, Microsoft.exe également. On a également une ligne de commande là qui est exécutée. Donc, la ligne de commande en question, donc, si on regarde, on voit que c'est Microsoft.exe qui se trouve ici, donc le malware en fait. On voit qu'il est non signé numériquement, donc c'est pas très legit. Et on voit qu'il y a une commande qui fait du VSS admin delete shadow. Donc cette commande-là permet de supprimer les shadow copies. Donc c'est ce qu'on utilise pour les snapshots, pour restaurer les données lors d'un rollback. Mais ici, en fait, cette commande-là ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un hardening dans l'agent qui fait que même en mode alerte, on ne peut pas toucher au snapshot. Donc là, toutes ces commandes-là, en fait, de type VSS, sont explicitement bloquées par l'agent, même s'il est en mode alerte, c'est pour assurer que même si on ne configure pas bien l'agent, admettons, même si c'est extrêmement difficile de ne pas bien le configurer, on a toujours la capacité de protéger les rollbacks pour revenir à un état résilient si jamais il y a une infection qui survient. Donc encore une fois, on retrouve tout le détail de tous les événements. Là, on voit que c'est Explorer parce que j'ai double-cliqué sur le programme tout simplement, mais on peut aussi faire des actions directement depuis l'événement d'exécution ici. On peut cliquer donc, sur chaque événement, il y a le bouton action, donc on va pouvoir kill un process, récupérer la mémoire, télécharger les fichiers, les supprimer ou faire du rollback. Là, je vais faire une demande de rollback tout simplement. Le rollback, lui, va automatiquement créer 4 actions à distance, à savoir l'isolation de la machine pour éviter un mouvement latéral et d'infecter d'autres machines. Éventuellement, c'est une précaution qui est par défaut configurée, mais qui peut être supprimée, on peut le désactiver ici. On va kill le programme principal et tous ses entrants. Donc là, à savoir le war.exe, le Microsoft.exe, le CMD, enfin tout ce qu'on trouve, on va faire des tentatives de kill dessus. On va ensuite faire un rollback sur l'activité de war.exe, donc c'est-à-dire que ça va prendre tout ce qu'a fait war.exe, tous les fichiers touchés par war.exe, mais aussi tous les fichiers touchés par les processus exécutés par war.exe. Et la rémédiation va, elle, venir nettoyer le système, donc enlever la persistance, enlever les fichiers chiffrés parce qu'on n'en a pas besoin, les scripts éventuels qui ont été ajoutés, et tous les éléments créés par le malware finalement. Et ensuite, on va désactiver l'isolation réseau pour récupérer le réseau sur la machine, sachant que quand on fait l'isolation réseau, la console reste accessible. Donc on peut toujours administrer l'agent avec la console, même si on fait l'isolation réseau, sans problème. Et on peut également ajouter des actions pour récupérer les clés de registre, le NFO, donc c'est toutes les informations sur le système, à savoir les processus en cours d'exécution, les services, les users connectés, le hardware de la machine, toutes les informations sont disponibles ici. On a les votes viewer, les tâches planifiées également qui sont disponibles ici. On peut également faire un dump process memory, enfin voilà, on peut rajouter des actions, mais par défaut, on a cette configuration-là qui est proposée, on a juste à confirmer. Donc ici, le rollback, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher dans les événements, donc on va aller les voir ici en parallèle. Dans la vue Hunt, on peut revoir tous les événements collectés par le DR. Donc là, on retrouve les différents éléments sur mon poste. Donc là, on voit Microsoft.exe, on peut cliquer dessus par exemple. Sur cette barre-là, on retrouve tout ce qu'a fait Microsoft.exe. Donc là, on a vraiment toute l'activité. On voit notamment que voilà, des fichiers INK ont été touchés, des liens PowerShell finalement, qui ont été touchés par le fichier Microsoft, par le programme malveillant Microsoft.exe. Donc en fait, le programme malveillant va toucher plein de choses. Les règles Zero Trust permettent de dire ce qu'on veut, mettre en signal faible ou même en blocage si on le souhaite. Là, en l'occurrence, on avait mis que les docx volontairement pour la démonstration. Mais du coup, l'idée, c'est que le rollback va lui prendre en l'occurrence tous les fichiers qu'il trouve. Donc pas seulement les docx, mais aussi les fichiers LNK et les liens et les fichiers JPEG et ainsi de suite. Donc là, il est en train de créer la tâche de rollback pour aller chercher les fichiers qu'il faut récupérer sur la machine. On va attendre un petit peu. Il va faire la collecte de fichiers à récupérer et ensuite on pourra avoir sur la machine les fichiers revenir tout simplement. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression d'avoir des coupures. Non, non, on est bon, il n'y a pas de coupure. Okay. De Ah mon non, côté, en tout c'est cas. des petites notifications de personnes qui arrivent, ok. Yes. En attendant, je vais aller voir sur la partie vulnérabilité. Donc, la page vulnérabilité nous permet d'avoir une visibilité en live des vulnérabilités connues sur le parc. Donc, que ce soit des vulnérabilités
du côté software, mais aussi du côté hardware. Côté software et côté operating system, pardon. Donc, les EDR collectent en fait des données sur les logiciels installés, les versions d'OS et les patchs et ainsi de suite. Et on a une visibilité en live du coup. Si on installe un programme vulnérable, on va directement avoir l'information ici. Si on a une mise à jour de sécurité qui n'est pas appliquée, voilà, par exemple celle-ci, c'est une mise à jour d'un patch de sécurité qui n'est pas appliquée, on va avoir une alerte ici, ainsi que la liste des machines qui sont touchées par cette alerte. Donc ici, c'est vraiment du live, on n'a pas besoin de lancer de scan et d'attendre 3 heures le résultat. C'est directement compute en live, donc dès qu'une nouvelle vulnérabilité est disponible, est mise à disposition des chercheurs et des plateformes de cybersécurité, on va avoir l'alerte qui va être levée directement ici pour nous dire ce programme-là attend de vulnérabilité. Là, par exemple, Wireshark, on voit que j'ai 28 vulnérabilités dessus sur mon poste de travail, avec le détail à chaque fois de pourquoi c'est vulnérable. Je vais aller voir. Est-ce que là, j'ai toujours pas la création de fichier qui arrive, mais une fois que la tâche sera créée ici, ça va me récupérer tous les fichiers à restaurer et les envoyer à ma machine virtuelle. Bon, on va attendre un petit peu, c'est peut-être un peu long aujourd'hui. En attendant, je vais vous montrer la partie analyse qu'on n'a pas encore vue. Donc là, si on reprend l'alerte, on peut notamment voir qu'il y a des fichiers qui ont été exécutés. Donc là, si on reprend voilà, par exemple, là, on a l'exécution du programme Microsoft.exe qui a été faite. On voit que c'est denied par le moteur d'analyse. On peut aller dans Analysis Report pour retrouver le fichier malveillant en question. Donc ça va venir chercher quel est le fichier qui a été exécuté. Et là, on a le score d'analyse. Donc là, le malicious to score ici, c'est le score de malveillance du programme en question. On voit qu'il est 100% malveillant d'après notre moteur. Et on a également Virus Total ici qui nous informe si c'est un programme qui est bien malveillant ou non. Enfin, ça peut donner une indication puisque sur Virus Total, on va trouver le rapport d'analyse de tous les antivirus du marché. Donc là, c'est évidemment quelque chose de malveillant, 57 antivirus. Ça permet de comparer un petit peu les différents résultats. Et on peut aller du coup sur la plateforme abuse.ch qui va nous dire, c'est bizarre, j'ai toujours 0 file, abuse.ch qui va nous donner en fait quels sont les nouveaux malwares qui sont publiés par différents chercheurs. C'est une plateforme indépendante. Là, on va voir que, alors je suis pas un robot, voilà, on voit qu'il y a des malwares très très fréquemment qui sont envoyés sur cette plateforme-là. Voilà, on voit que le dernier, il est à 9h52, donc il y a 2 minutes, puisqu'il y a 1 heure de décalage, enfin 2 heures du coup. Et du coup, ce malware-là, on peut aller tout simplement le télécharger et on va aller voir le score de malveillance. Donc là, je vais le download. Donc l'idée est que ce malware-là, il va être chiffré pour éviter que on l'exécute, mais nous, on va le déchiffrer, enfin le presser. Et on va l'envoyer sur notre plateforme d'analyse. Donc là, si on regarde ici en haut à droite, on peut envoyer le fichier tout simplement pour regarder le score d'analyse. Et on va voir le score de détection qu'on a. Donc là, c'est le machine learning qui va prendre le relais pour savoir est-ce que c'est malveillant ou non. Donc là, on va attendre un petit peu, il va faire l'analyse. Normalement, il devrait faire l'analyse. Voilà, donc là on voit que c'est à 100% de malveillance sur ce fichier-là. Donc c'est un fichier qui date d'il y a 2 minutes, donc on l'a jamais vu avant. On a 100% de détection dessus. Donc ça c'est notre machine learning qui est sûr que c'est malveillant. Si on va sur Virus Total, on peut avoir l'information également de voir qui le détecte comme malveillant. Donc là on voit qu'il est encore en cours d'analyse sur Virus Total, qu'il n'a pas encore été vraiment vu sur Virus Total. En l'occurrence on voit qu'il est assez bien détecté. Voilà, à peu près à la moitié pour le moment des antivirus qui le détectent, ce qui est un score relativement bon pour un malware récent. Après, c'est peut-être un malware récent, mais qui est juste une variante d'un programme très connu. Voilà, on a la moitié des antivirus qui le détectent. Mais en l'occurrence, on trouve très fréquemment des malwares qui vont être beaucoup moins bien détectés. Donc, en fait, si on va, vous pouvez faire le test par vous-même, sur cette plateforme-là, vous avez en fait directement l'analyse de tous les vendors, enfin de plusieurs vendors. Donc là, vous voyez en fait qu'il y a, non, là on n'est pas encore dessus, les analyses sont en cours. Mais il y a également Nucléon qui est intégré sur la plateforme abuse.ch. Donc, si on prend ce malware-là, peut-être que ce sera le cas. Voilà, Nucléon malware, Nucléon malpropre, pardon.
on voit qu'on a 100% de détection sur ce malware-là également. Donc là, et on voit qu'il est détecté à 46 sur 69 détections sur le virus total. Donc c'est quelque chose que vous pouvez consulter par vous-même. On fait ça à toutes nos démonstrations, c'est-à-dire que on a relativement confiance dans notre modèle et on n'a vraiment aucun échec de détection sur les souches récentes. Alors là, Malprobe est pas là. Est-ce que c'est un fichier PE? Voilà. Bon, là, il a 19 détections, 13 détections sur le total. Il n'est pas encore arrivé sur Malprobe, mais on peut l'analyser du coup. Enfin, quoi qu'on n'a plus beaucoup de temps, il est déjà 56. Donc on va pas se faire. Enfin, voilà, vous pourrez tester par vous-même et voir directement les détections sur cette plateforme-là. Je vais aller voir si mon rollback est passé. Non, toujours pas. Bon, bah, c'est. Malheureusement, le temps va pas nous permettre de le voir peut-être. Bon, bah, il y a beaucoup de requêtes sur la plateforme, mais vous pouvez aller voir directement sur la plateforme les scores de Malprobe et comparer avec Virus Total pour voir les scores de détection dans des scores relativement élevés. Je vais redonner la main du coup à Antonin peut-être pour faire une passe sur la partie secure, sur la partie expertise. Yes. Et on reprendra à la fin pour voir si le rollback est passé. En attendant, je reprends mes slides. Voilà, on en était là. Ouais, désolé, vu qu'on a pris un petit peu de retard au début, on est obligé de tasser un petit peu la fin de présentation, mais c'est pas très grave. Alors on va aller assez rapidement sur, nos expertises. Déjà merci pour la présentation et la démo. Vu que j'en parlais tout à l'heure, avoir les bons outils capables de faire les bonnes détections, c'est très important pour nous et c'est pour ça qu'au travers de nos expertises, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés avant, mais du coup je fais un rapide rappel. Nous on a un pure player, de la cyber et on dédie, nos services à 2 expertises principalement. Celle de la surveillance en temps réel, donc ça c'est, le SOC as a service. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont un petit peu moins d'habitude dans la cyber, c'est, un centre de surveillance du système d'information en temps réel avec, des outils qui sont, filtrés. C'est-à-dire on décide d'avoir un catalogue qui est assez réduit pour pouvoir se dédier à des outils qui ouais, peut-être être un petit peu dur, mais qui valent le coup et qui sont, en tout cas au niveau de sécurité et niveau de protection, plus élevés que les compétiteurs. Donc travailler avec OpenSecure et discuter avec OpenSecure, c'est avoir la capacité d'avoir un aperçu et un champ de vision assez large sur les différentes technologies qui sont, disponibles et comme j'ai dit au début, nous on vise à se dédier aux PME et à adapter les services actuels et aux méthodes de travail actuelles pour les PME et du coup, c'est avoir la clé entre trouver le bon outil qui soit capable de fonctionner efficacement et avec le plus d'autonomie possible et de le doubler avec, une expertise qui va permettre de faire de l'optimisation en fonction du contexte et d'aller un petit peu plus loin sur chacune de ces technologies, c'est important et ça, c'est ce qu'on appelle notre service Open. C'est du coup, avoir un service en 24/7 qui va exploiter des outils qu'on aura mis à disposition, qu'on va gérer, en totalité ou de manière, hybride, c'est possible aussi et c'est avoir la possibilité d'avoir, du conseil, de l'accompagnement et contrairement à certains de nos compétiteurs, nous, on a décidé de laisser l'humain derrière l'outil parce que, ça nous semble essentiel de ne pas faire une confiance totalement aveugle, même si on vise à utiliser les outils et Antoine l'a montré plus d'une fois, pendant sa démonstration. Heu Il faut avoir l'outil qui a le plus de capacité avec une adaptation en fonction du contexte et derrière, on va pouvoir, avoir un service de qualité et même si, une protection à 100 n'est pas totalement possible et c'est pour ça qu'on conseille d'avoir de l'humain derrière, avoir quelqu'un qui soit capable de réagir vite et rapidement, s'il y a un problème éventuel, une nouvelle, enfin quelque chose qui n'avait jamais existé avant, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein. Le monde bouge tellement vite que c'est une course qui ne s'arrête jamais. Eh bien, avoir un service humain derrière qui soit capable de réagir et d'accompagner, de conseiller, d'expliquer et voilà, ça nous paraît essentiel. Donc ça, c'est la partie run et sur la partie build, bah, là, c'est plus sur les projets d'intégration, d'architecture qui appliquent des modèles de sécurité par défaut. C'est-à-dire plutôt que de monter tout un tas de machines et d'outils et de se dire, «Ah mais en fait la sécurité, comment on fait déjà?» Et ben nous, on va proposer une approche un petit peu différente donc ça peut être appliqué sur
des architectures qui existent déjà aujourd'hui et du coup, on va faire un audit, on va faire un état des lieux, un état de sécurité et puis on va essayer d'identifier qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut faire évoluer les choses et ça peut être, sur un projet où on a envie de partir, de zéro, from scratch ou quelque chose qu'on a à construire et là, à ce moment-là, on va prendre tout de suite les bons réflexes, tout de suite les bonnes, les, ouais, les bons réflexes, je l'ai déjà dit, pour pouvoir, construire quelque chose de sain et de structuré, dès le début et du coup, là, on a différents modèles. Soit on peut proposer de la ressource pour un besoin à un instant T, ou on fait du forfait avec des engagements sur résultat, pas engagement de temps, c'est différent, attention et du coup, là, on s'engage bah, en mode projet. On fait un planning ensemble, on voit où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut construire et cetera et cetera et bien sûr, pour ces projets-là, on a aussi la possibilité d'avoir du support pour, les outils qu'on aura mis en place, pour le service qui va derrière. On vous laisse pas dans la nature, bon, bah, allez hop, débrouillez-vous. Non, non, on propose un accompagnement bien sûr, comme, pour la partie run sur les outils qu'on aura installés. Je précise très rapidement qu'on a aussi la capacité pour, la gestion budgétaire, de faire du leasing sur certains équipements, mais à ce moment-là, si vous voulez en discuter un petit peu plus, faudra nous contacter. Là, on n'a plus le temps, d'aller dans le détail. Je vais prendre juste encore 2 minutes pour, faire un petit aparté. Là, c'est pas sur un zoom sur OP Secure proprement dit, mais c'est plus sur notre philosophie. Nous, on décide de se décider, c'est pour ça de se dédier, pardon, c'est pour ça qu'on s'appelle pure player en cybersécurité, de se dédier à nos expertises. On va pas s'amuser à faire ce qu'on ne sait pas faire ou à dire qu'on ne sait faire en vendant, des expertises, moyennement maîtrisées, on va dire. En revanche, on a envie de pouvoir avoir un guichet unique et de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, qui pourraient, survenir et du coup, on s'accompagne au sein d'un consortium de partenaires qui sont dédiés à leurs expertises. Donc ça va aller de l'infogérance de systèmes d'information, à la supervision, à, une équipe qui est capable de faire du pentest, de l'analyse de signaux faibles, de l'anticipation de menaces, qui, heu, qui joue, qui joue, avec, toutes les données qu'on peut essayer de retrouver, qui ont un pied dans le dark web, ce genre de choses, voilà. On a pas mal de petites expertises qu'on regroupe et on est même en train de développer la partie, jumeler la partie sécurité informatique à la partie sécurité physique avec, un partenaire qu'on est en train de développer. Donc voilà, c'est essayer de regrouper des acteurs qui sont dédiés à leurs propres expertises en un seul point et voilà, d'avoir des gens qui sont dans tous les cas compétents sur leur domaine, mais d'avoir, un accès facile à tous ces différents aspects. Donc voilà pour nous, pour nos expertises, pour OP Secure. Merci beaucoup à tous, on déborde un tout petit peu de 3 minutes et désolé pour le retard au début. Il va y avoir une vidéo qui va être retravaillée évidemment parce que vu qu'on a mis l'enregistrement et qu'on avait des problèmes techniques, on va couper le début, pardon, on va couper le début qui est moyennement intéressant. Mais si vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez, apprendre un petit peu plus sur, le contexte de la cyber aujourd'hui, une vulgarisation aussi et une explication sur, qu'est-ce que c'est, comment quels sont les types de menaces aujourd'hui? Comment on se protège? Voilà, des bonnes idées, des bonnes pratiques et puis avoir le début de la démonstration d'Antoine qui était très intéressante. Si vous êtes arrivé en cours de route, c'est possible. On va l'envoyer à ceux qui étaient invités, on le mettra aussi dans la conversation, voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. C'est bon pour nous et merci à Antoine, merci à Eduardo Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. également. C'est plus activé. Au revoir à tous, du coup. Le micro était désactivé.